Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de méthodologie organisationnelle. La fois précédente, nous avions présenté une méthode d'organisation générale visant à nous permettre d'atteindre nos objectifs révolutionnaires socialistes. Nous pouvons donc maintenant répondre à la question de la pénétration des institutions dans la mesure où celle-ci suppose la méthode organisationnelle définie auparavant. Cette question de la pénétration des institutions en cache en fait deux. Celle-ci étant, faut-il pénétrer les institutions? Et si oui, comment le faire? À la première question, je réponds oui, catégoriquement. Parce qu'il s'agit d'indispensables tribunes pour que notre discours gagne en visibilité hors situation révolutionnaire, dans la mesure où les masses gardent alors encore confiance dans les institutions du moment. Il en va de même pour les médias de masse et réseaux sociaux. Alors que les ignorer conduirait en revanche à rester marginal, donc d'une certaine manière à renoncer à notre mission. Ah oui, nos mains seraient restées pures, mais ce serait au maître qu'on se les aurait coupées en agissant de la sorte. Notons qu'hors situation révolutionnaire, pénétrer les institutions nous permet, si l'on est suffisamment nombreux, de bloquer quelques lois antisociales et de faire passer quelques réformes, bien que cela n'est pas notre but principal, comme on le verra plus tard. Mais ces institutions étant, de par leur but et leur fonctionnement, nécessairement bourgeoises, y participer tend alors à nous embourgeoiser, à nous faire nous compromettre, donc à nous trahir, du moins si l'on y entre sans prendre la moindre précaution au préalable. Je précise que cela est surtout vrai pour les institutions étatiques, aussi pour les grands médias, mais heureusement dans une moindre mesure pour les réseaux sociaux, vu qu'y participer avec un simple compte est bien évidemment moins contraignant que de participer à un véritable lieu de pouvoir. Pénétrer les organes bourgeois ne se fait donc pas sans un minimum de préparation. Il est aussi nécessaire d'être nombreux et organisés afin de pouvoir lutter face aux innombrables pressions venues de toutes parts, qu'elles soient directes, comme des ultimatums, ou indirectes, comme de la corruption, de la marginalisation. Il faut alors, si l'on veut agir de la sorte, respecter plusieurs conditions. Je propose à titre personnel les 4 suivantes. Il faudra premièrement respecter en permanence la discipline autogestionnaire, car elle est un gage nécessaire de la réussite à long terme de nos opérations, de notre capacité à entrer dans les institutions bourgeoises sans nous embourgeoiser nous-mêmes. Celle-ci, outre qu'elle sera appliquée à l'intérieur de notre organisation, le sera aussi pour tous les postes à responsabilité qu'on aura obtenus dans d'autres organisations, y compris bien entendu la rotation des tâches, ou formulée autrement, la rotation fréquente des personnes occupant ces postes. Étant non négociable, toute demande des autres organisations visant à nous faire abandonner tout ou partie de la discipline autogestionnaire, dans son champ d'application défini dans le paragraphe précédent, sera systématiquement refusée. Si cela entraîne notre exclusion, il faudra alors faire avec en agissant de la manière qu'on définira plus tard. Avant toute pénétration d'un organe, il faudra enfin s'assurer que notre nombre de militants soit suffisamment grand afin de garantir une rotation suffisamment large, un potentiel de présence suffisant et un soutien mutuel suffisant face à l'adversité, les pressions venant de toutes parts. Cette dernière condition ne comporte cependant que de simples ordres de grandeur minimaux à respecter pour s'assurer que l'on puisse un minimum atteindre nos objectifs. Ils pourront donc être ajustés le cas échéant. Concernant les institutions, il faudra dans leur cas s'assurer que notre nombre total de militants soit au moins égal au nombre de personnes travaillant dans le périmètre dans lequel on souhaite entrer. Si l'on entre seulement dans une partie de l'institution, il y aura bien évidemment besoin de moins de monde que si l'on veut entrer à tous les niveaux, même s'il faut alors garder à l'esprit que les potentielles réussites seront plus limitées. Pour ce qui est des médias, a fortiori des réseaux sociaux, y venir pour porter notre discours ne nécessitera pas cette dernière condition. Une fois ces conditions respectées,
L'organisation sera alors prête à adopter notre forme de participation à la vie politique, le parlementarisme révolutionnaire. La participation à la vie politique pourra concerner tous les échelons, qu'ils nous donnent un pouvoir effectif comme un poste de député à l'Assemblée nationale ou une simple tribune comme un poste de parlementaire européen. Sauf le gouvernement si l'on n'est pas majoritaire. En effet, si les maires, députés, conseillers, le président ou autres peuvent être démocratiquement contrôlés via un parti ou une autre forme d'organisation, les postes de gouvernement, dont ministres, sont actuellement non démocratiquement contrôlables car non soumis au contrôle populaire. Ils sont alors forcément au service du capitalisme, donc collectivement responsables de leurs mesures antisociales et traîtres. Nous excluons ainsi la participation au gouvernement, c'est-à-dire le ministérialisme, tant qu'une majorité de notre part ne nous permet pas de le plier à l'autogestion rotative, à la discipline autogestionnaire. Vu que plier face aux institutions bourgeoises signifie se trahir, se faire aspirer par ces dernières, il faudra alors accepter qu'il y ait inéluctablement un rapport de force avec elles. Celui-ci reposera sur le respect de la discipline autogestionnaire. Comme pour tous les autres postes de l'organisation, les postes d'élus devront fréquemment changer d'occupant. Ainsi, chaque membre n'étant pas longtemps exposé au système, il aura alors bien peu de chances de se faire happer par ce dernier. Le rapport de force va émerger par le fait que l'on va nécessairement nous refuser l'exercice de ce devoir. À ce moment, soit nous les plaçons devant le fait accompli, en forçant quelque peu le passage si nécessaire, soit nous démissionnons si la première solution a échoué pour d'une part ne pas être exposé au risque de se trahir, d'autre part pour ne pas prendre trop de risques personnels et enfin pour dénoncer les turpitudes, les incontinences des institutions qui préfèrent leur pseudo-démocratie bourgeoise à une démocratie prolétarienne et refusent les prolétaires dès lors qu'ils défendent directement leurs intérêts de classe. C'est donc cela que j'entends si je parle de participation révolutionnaire aux institutions. Le parlementarisme révolutionnaire, c'est-à-dire entrer sans se soumettre ou claquer la porte avec fracas. On est ainsi bien loin de la soumission aux institutions bourgeoises. En fait, le but véritable du parlementarisme révolutionnaire n'est pas de prendre le contrôle des institutions pour exercer nous-mêmes le pouvoir via ces dernières en tant que telles, mais de les attaquer comme un acide attaque un métal pour deux résultats différents. Soit plier les institutions à la discipline autogestionnaire, soit démontrer continuellement leur incapacité à se conformer aux revendications du prolétariat, afin que ce dernier cesse finalement de leur faire confiance et se prenne en main en tant que classe, c'est-à-dire s'auto-organise massivement en vue de fonder une société supérieure. En pratique, on risque cependant de se retrouver la plupart du temps empêché de respecter la discipline autogestionnaire. Cet état de fait nous placera alors dans le second cas, autrement dit dans l'obligation de démissionner, puis de dénoncer avec véhémence le refus des institutions de se conformer à la discipline autogestionnaire, garante du pouvoir prolétarien, avant d'embrayer aussitôt avec des appels à initier ou poursuivre la lutte auto-organisée. Des appels qui seront nécessairement suivis d'effets de la mesure où une institution qui vire les mandataires des opprimés sera forcément peu respectée de ces derniers, et surtout si on a formé une organisation de masse qui s'est retrouvée dotée d'un ancrage suffisant pour avoir des sièges aux institutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous ne refusons pas les moyens de lutte légaux par principe, nous ne refusons pas non plus les moyens de lutte illégaux, notamment en situation révolutionnaire. À ce moment d'ailleurs, la situation permet et exige même que l'on se batte directement pour le pouvoir au cours d'une lutte déchaînée, au cours de laquelle le prolétariat crée ses propres institutions existant par ce dernier et pour ses intérêts. Cette situation exigera alors de boycotter les organes bourgeois, histoire de signifier clairement que l'ordre bourgeois doit être mis à bas,
et que les travailleurs ne doivent plus compter que sur leur propre pouvoir. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce ne sont pas les institutions, mais les luttes du terrain bien concrètes, les rapports de force avec l'ennemi de classe, qui permettent en premier lieu au prolétariat de défendre ses intérêts, même pour de simples mesures réformistes. Ainsi devra-t-on leur rappeler que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans leur soutien collectif. Notre but n'est pas de gouverner pour eux et à leur place comme l'ont fait quelques usurpateurs bureaucrates par le passé, mais de les réveiller afin de leur rappeler qu'ils sont capables de se gouverner par eux-mêmes. Nous leur rappellerons enfin qu'il pourrait être nécessaire de mener ce rapport de force jusqu'à l'insurrection révolutionnaire proprement dite, et qu'encore une fois nous ne pourrons rien faire dans ce but sans eux. De plus, il faudra aussi être clair sur le point suivant. Nous ne visons pas de simples adaptations dans le cadre du capitalisme, mais le dépassement révolutionnaire de ce dernier. Si nous proposons sur le moment des mesures simplement réformistes, c'est par empathie envers les classes laborieuses, prolétariat en tête, pour défendre leurs intérêts dans leur quotidien difficile, de leur difficulté à finir leur fin de mois malgré un travail acharné dans des boulots aliénants. Mais pas pour sauver le capitalisme, parce que ce ne sont que d'insuffisantes rustines qui ne résoudront rien à terme à ces contradictions internes. En effet, nos buts à long terme sont révolutionnaires, pas réformistes. Il en résulte qu'il faudra être clair vis-à-vis de tous nos sympathisants que si l'on propose sur le moment des mesures qui ne sont pas révolutionnaires, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à la révolution, mais parce que celle-ci n'est pas possible pour le moment. Ainsi nous ne soutenons ces rustines que parce que l'on est dans leur camp, mais nous tenons en même temps à dissiper clairement leurs illusions sur ces mesures en leur rappelant que le problème est le capitalisme lui-même et que ces mesures ne résoudront en rien ces contradictions internes. On apportera alors à ces mesures un soutien critique, c'est-à-dire un soutien politique accompagné de rappels de ses limites et de nos désaccords avec les simples réformistes qui la soutiennent aussi. Parce que notre objectif ne se limite pas à ces réformes, mais inclut d'abord le dépassement révolutionnaire du capitalisme. Et je pense que c'est donc sur cette phrase que l'on pourra conclure cette vidéo. Au revoir.